Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce magazine Guinée Actu. Ce soir, notre itinéraire nous mène à explorer un segment clé de l'économie, le budget. Eh bien oui, pour avoir une idée des efforts en cours en matière d'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi des efforts dans le sens de l'accélération du progrès économique, nous avons besoin de savoir de quoi dispose l'État et comment les dépenses sont effectuées, les dépenses publiques donc sont effectuées par le pouvoir public. Ce soir donc, nous recevons Monsieur le ministre du Budget. Monsieur Mohamed Lamine Doumbouya est notre invité. Merci Monsieur le ministre, merci d'être venu. Merci à vous. Tout le respect. Nous vous demandons de vous installer. Merci. Merci. Monsieur le ministre, vous êtes économiste, spécialiste des questions de développement bancaire et monétaire. Vous avez été avant conseiller au niveau de la primature en charge des questions d'économie et de budget. Pendant ce temps, vous étiez dans une commission d'évaluation des ministres. 8 mois après, vous avez changé de position. Est-ce que vous êtes confortable dans votre nouvelle position? Je vous remercie pour m'avoir accueilli ce matin à cette émission. Pour répondre à votre question, je suis confortable. À part que la position a changé, l'évaluateur est devenu l'évalué. Ah oui. Je suis tout à fait confortable, oui. Et vous avez été amené à passer devant cette commission parce que vous devez rendre compte par rapport au niveau d'exécution de votre cahier de charges. Où vous en êtes dans la mission que le gouvernement vous a confiée? Je rappelle que vous devriez notamment optimiser la politique fiscale, vous devez poursuivre les réformes des finances publiques, mais surtout sécuriser les recettes. Où vous en êtes? Écoutez, nous avançons bien. Nous avons bien commencé et le fait de se faire évaluer, c'est une très bonne chose parce que ça permet de rectifier au besoin les éventuels dérapages ou en tout cas de suivre et de s'assurer tout aussi que les différents actes que nous posons répondent effectivement à l'objectif qui a été assigné à notre département dans le cadre de la lettre de mission que le président de la République a bien voulu nous assigner. Donc oui. Pour nous, les choses vont plutôt bien. Oui, mais dans quel secteur réellement vous inscrivez des performances qui sont visibles? Au total, nous avons dans notre lettre de mission 5 objectifs. Ça commence par la sécurisation des recettes publiques, la mobilisation des mêmes recettes. Nous travaillons sur l'amélioration de l'optimisation de la gestion de la trésorerie. Nous travaillons aussi sur les réformes macroéconomiques dans lesquelles nous sommes associés avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère du plan et de la coopération internationale. Et nous travaillons aussi sur l'amélioration de la qualité des dépenses publiques. Donc, de façon globale... Ouais, mais ça, c'est ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire, Monsieur le ministre? Ce que nous avons réussi à faire à date, du point de vue des recettes, c'est améliorer les recettes publiques. Vous savez sans doute que nous avons dépassé les prévisions de l'ordre de 160 milliards au titre du premier semestre 2016, ce qui est une très grande première parce que nous sommes à 103% des recettes attendues et nous travaillons à la sécurisation aussi des recettes publiques à travers l'amélioration de la traçabilité au niveau de la perception des impôts. Nous travaillons à l'implantation des guichets qui doivent permettre non seulement d'améliorer la prestation offerte aux différents opérateurs économiques qui auront dorénavant plus de temps à eux de venir s'acquitter de leurs devoirs, mais aussi qui sortiront de nos locaux satisfaits parce que l'État, quant à lui, aura récupéré ce qui doit lui être payé. Donc ça, c'est une amélioration aussi que nous voulions indexer. Il y a aussi l'amélioration de la qualité des dépenses qui constitue aussi notre option. Nous travaillons actuellement sur les procédures
et sur la bonne exécution du budget. À date, ne serait-ce que du côté des investissements, nous sommes autour de 55% de la réalisation des investissements. Bon, quoique, pour être... il y a la marge de progression et elle est là. Nous pouvons encore aller plus loin dans les réformes pour que effectivement toutes les étapes d'exécution du budget soient améliorées et que nous puissions obtenir des impacts en termes de dépenses publiques. Oui. Vous avez parlé de guichets, c'est les fameux flash cash qui sont aujourd'hui installés au niveau des services des impôts. C'est vrai que c'est en train de révolutionner la façon de mobiliser et de sécuriser les recettes. Un de nos reporters s'est intéressé au fonctionnement de ces guichets banques. Nous allons suivre son sujet. Il s'agit du reportage réalisé par Mamadi Gassama. Le guichet banque, une régie financière récemment créée par la Direction nationale des impôts. Il regroupe en son sein les guichets de vente de vignettes, les droits de thème et l'immatriculation fiscale sur les véhicules usagés. Installés à peine 6 mois, les guichets banques jouent le rôle de collecte des fonds issus des taxes et impôts payés par les contribuables. Le ministre du budget, sur son instruction, nous avons essayé de délocaliser ce guichet et de le ramener dans les locaux de la DNI. Avant, le circuit des dossiers s'étendait sur 4 jours. Il fallait que les contribuables, les transitaires, aillent au niveau de la Banque centrale, payer leurs obligations, ensuite vers les compagnies et revenir à la douane, puis aux impôts. C'était long. Pour raccourcir ce circuit, on a décidé d'installer ce guichet-là et de supprimer le circuit Banque centrale qui est ramené carrément au niveau des impôts. D'où l'idée de mettre à côté de ce guichet une banque. C'est pourquoi on a appelé le guichet banque. En instaurant cette nouvelle méthode de paiement, le ministère du Budget, à travers la Direction nationale des impôts, entend insuffler une nouvelle dynamique dans la mobilisation et la sécurisation des recettes de l'État. En 6 mois, nous sommes à 13 milliards sur 15 milliards prévus annuellement. Donc c'est une belle performance. Au-delà de son caractère sécuritaire, le guichet banque facilite les paiements. De longs fils ne se forment plus devant les guichets. Mais pour le moment, tous les paiements s'en fait bien. On paye 1 million comme thème fiscal et 115 000 pour le code neuf. Et tout se passe bien pour le moment. On est très satisfait. Pour pérenniser cet acquis, la Direction nationale des impôts envisage d'élargir ces guichets banques dans les 5 communes de Conakry et dans les structures déconcentrées de l'arrière-pays. Monsieur le ministre, fier de cet exploit avec les guichets banques? Je suis content de voir qu'on est en mesure de changer sensiblement notre façon de travailler, tout en se positionnant sur les résultats. Donc je sais que c'est déjà une première, mais la marge de progression, elle est là, elle est énorme pour qu'on puisse systématiser la perception sécurisée en fait des recettes fiscales. Mais ce que je voudrais ajouter par rapport à ça et qui constitue pour moi un élément important, c'est que nous allons vers, avec les réformes en cours, la construction d'une administration de services. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas seulement de dire aux usagers payez, point. Mais nous devons nous intéresser aussi aux conditions dans lesquelles ces usagers payent. Nous devons travailler à respecter les usagers. Donc, c'est pourquoi même le cadre dans lequel ces usagers viennent pour exercer leur opération, nous devons veiller à ce que ce cadre-là soit aussi agréable. Je pense que ces installations et puis les chaises qui sont autour, qui leur offrent un cadre digne, tout ceci font partie de nos préoccupations. Et leur information aussi pour qu'ils soient avertis. Parce que quand ils sont informés, c'est mieux pour nous, ils ne se font pas abuser. Et aussi, c'est mieux pour nous parce que notre image sortira aussi
gagnante en fait cet exercice. Monsieur le ministre, avec nous voilà. Dans cette émission de nos confrères Alassane Diego Barry de la télévision nationale et Ibrahim Souri Traoré du site d'information Guinée 7. Ils ont des questions pour vous. Récemment, je crois, la douane a procédé à l'inauguration d'un hangar de douanement à Kouramale. C'était en marge de, justement de la tenue de la bilatérale des douanes entre le Mali et la Guinée. Qu'est-ce que cela pourrait apporter en termes d'amélioration des recettes douanières? Certainement, ça va améliorer nos recettes publiques, les recettes douanières. Pour la bonne et simple raison que nous travaillons dorénavant et en intelligence avec nos collègues du Mali. Nous voulons transformer notre port en un hub qui desservirait, outre l'économie nationale, la Guinée, qui desservirait aussi le Mali. Le corridor Conakry-Bamako est sans doute le plus proche en fait que d'autres corridors qui relient Bamako à d'autres capitales de la sous-région. Donc pourquoi ne pas exploiter ça? Non seulement le port sec de Kagbélé est un avantage, mais aussi le fait d'intéresser, d'impliquer les collègues maliens à ce processus, c'est aussi une façon d'élargir le potentiel en fait, les capacités du port à offrir des services, ce qui pourrait nous aider non seulement à drainer la plupart des marchandises à destination du Mali vers le port de Guinée, mais aussi à pouvoir accéder à d'autres opportunités au niveau du marché malien. Monsieur le ministre, d'année en année, on augmente les prévisions budgétaires en matière de recettes, mais au fur et à mesure également, les besoins se font sentir. Est-ce que l'inflation n'a pas, si vous voulez, une main dans tout cela? D'année en année, les besoins augmentent. Actuellement, la demande sociale, elle est très forte. Que ce soit, nous sortons de 2 années d'Ebola, vous le savez, la demande sociale en termes de prestations de services de santé, en termes d'éducation. La population, le taux de croissance, c'est un peu plus de 3 points %, 3,8. Ce qui fait que chaque année, il y a de nouveaux enfants qui arrivent en Guinée et pour lesquels il faut offrir des services de qualité. Vous avez des étudiants qui sortent chaque année. Donc la demande sociale augmente. À partir du moment où cette demande sociale augmente, l'État doit s'ajuster. Et c'est l'instruction que nous avons reçue du président de la République de veiller sur la qualité des dépenses. Ça, c'est un des éléments. Maintenant, l'inflation, si vous cherchez les déterminants de l'inflation, ce n'est pas forcément lié au fait qu'il y a une demande sociale. Ça peut être lié au coût des facteurs. L'importation, le pétrole, ça peut être lié au coût de production. Ça peut être lié aussi à la politique qui est menée ou bien à d'autres facteurs qui sont exogènes. Notamment, par exemple, vous savez que le dollar s'est récemment apprécié du fait de la solidité de l'économie américaine. Or, le dollar fait partie du panier qui permet d'établir, de fixer en fait le prix de notre monnaie dans le panier. Donc, quand ça s'apprécie, ça ne peut ne pas avoir d'incidence sur notre monnaie à nous. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer sur l'inflation. Mais quant à la demande sociale, elle reste là et notre travail à nous, c'est de veiller à ce qu'on puisse trouver les moyens, les ressources qu'il faut pour qu'elles puissent être répondues. Et c'est à ça que nous nous attendons. Dans la mobilisation de ces ressources, aujourd'hui, déjà, vous êtes pratiquement en dépassement avec les impôts. On voit déjà qu'ils sont quelque chose de 12 milliards sur une prévision de 15 milliards. Ça veut dire qu'au départ, il y a eu une sous-évaluation des capacités de vos services à mobiliser, c'est ça? Ou bien peut-être parce qu'on ne fournissait pas assez d'efforts pour mobiliser les recettes. Et aussi, on négligeait un secteur qui est tout aussi important, le secteur informel. Parce qu'il n'y a pas que la mobilisation, mais il y a la question d'élargissement aussi de l'assiette fiscale. Parce que ce qui se passe chez nous, c'est que nous sommes dans une transition fiscale qui veut qu'on ne s'intéresse pas seulement à augmenter le taux d'imposition. Il faut plutôt s'assurer que le taux d'imposition soit compétitif par rapport aux pays voisins. Parce qu'une politique fiscale, ça ne se fixe pas plus seulement de façon unilatérale. On regarde ce qui se passe chez le voisin. Aujourd'hui, on se plaint en Guinée par rapport au taux d'imposition. Hein. Et si vous regardez, vous constaterez que notre économie est sous-évaluée aussi. Et les efforts qui sont en cours au niveau du ministère du Plan de réévaluer l'économie doivent nous permettre de tomber sur nos vrais pieds. En réalité, parce que le secteur informel, ça représente près de 60% de notre économie.
Et actuellement, notre taux d'imposition est autour, la pression fiscale est autour de 20,57. Aujourd'hui, qui paye en Guinée? Qui paye? Qui paye quoi? Qui paye les ressources, les recettes, là, les taxes? C'est vous, c'est nous. En tout cas, ce sont les opérateurs économiques, ce sont les investisseurs. Donc, tous les acteurs qui entreprennent une activité économique en Guinée payent leur impôt, normalement. Oui, mais ceci dit, il y a des cas d'évasion, il y a des cas de fraude. Et notre rôle à nous, c'est de veiller à ce que tout le monde soit embarqué dans l'assiette et qu'on n'aille pas vers des niveaux d'impôt trop élevés. Parce qu'on dit que trop d'impôts, ça tue l'impôt. Donc, nous ne devons pas dissuader les bons payeurs. Nous devons veiller à ce que ceux qui ne payent pas, pour différentes raisons, peut-être ils ne le savent pas, ou bien ils le savent mais ils se cachent, nous devons mettre en place une administration aussi fiscale de contrôle qui veille à ce que tout le monde soit embarqué dans l'assiette et que l'impôt soit supportable. Vous avez pris l'exemple sur l'accident qui s'est passé le week-end dernier. Je voudrais quand même vous faire remarquer qu'un des véhicules est flambant neuf. Donc ce n'est pas parce que le véhicule il est âgé que l'accident a eu lieu. Les techniciens pensent qu'il faut plutôt donner la chance au contrôle technique pour qu'on puisse garder les véhicules. Ceci dit, vous êtes ministre du budget, vous vous occupez des régies. Qu'est-ce qui peut quand même amener un ministre du budget à signer un arrêté qui peut quand même être un peu contre les recettes fiscales? Parce que si vous faites cette imposition, en fait cette décision, elle est appliquée, le pouvoir d'achat du Guinéen n'est pas très élevé, vous savez, ces véhicules coûtent énormément cher. Finalement, vous n'aurez pas assez d'argent au cordon douanier. Et encore les véhicules qui sont là, les gens ils ne peuvent pas les changer parce que les autres sont plus chers. Vous allez avoir l'effet contraire de ce que vous voulez. Vous ne trouvez pas? Le ministre du budget que je suis et qui a mandat de mobiliser des recettes, ce n'est pas d'essorer les Guinéens à n'importe quel prix. Il faut faire très attention parce que notre vocation, ce n'est pas seulement de récupérer. En même temps, parce que à quoi ça sert de mobiliser beaucoup plus d'argent si des Guinéens meurent le long des routes? Vous parlez d'exemple, un véhicule flambant neuf. Combien de véhicules flambant neufs ont eu de tels accidents? Et combien de véhicules flambant neufs on peut trouver le long des autoroutes ou bien qui laissent les passagers le long de nos routes entre deux villes? Donc, vous verrez qu'en réalité, la plupart, ce sont des vieux véhicules qu'on amène qui sont bien peints. Et en fait, de l'extérieur, oui, mais 1 ou 2 ans après, ça montre ses effets. Notre objectif, encore une fois, ce que je dis, ce n'est pas seulement de mobiliser unilatéralement des ressources. La mobilisation unilatérale des ressources doit s'accompagner de l'attention sur la qualité et les conditions de vie des populations. On mobilise pour utiliser par ailleurs. Donc, nous n'avons pas vocation seulement de rentabiliser nos régies. Oui, mais... Si ça doit se faire aux dépens du bien-être des Guinéens, je me pose la question, est-ce que c'est pertinent? L'augmentation de la TVA qui a fait beaucoup de bruit, ça quand même c'était un peu contre les consommateurs. Je vous rappelle que cette clause n'a pas été appliquée. Si vous parlez de la TVA sur les huiles alimentaires et la farine, quand à notre arrivée, la loi de finances était déjà votée, et quand on est arrivé et qu'on s'est rendu compte que ça peut avoir des incidences, le président de la République a pris ses responsabilités. Il a demandé de surseoir à l'application de cette TVA. Effectivement, les prix étaient déjà sur le marché parce que du côté des importations, parce qu'il faut faire attention de ne pas amputer les récentes hausses des prix uniquement à la TVA. Je viens de dire que le dollar s'est apprécié au cours de cette année de 11%. Or, nous importons de l'extérieur. Et si le coût des importations est élevé, celui qui importe son bien en Guinée, il va indexer le coût d'importation sur son bien vendu localement. Donc, tout ceci combiné. Mais c'est plus facile de dire oui, c'est la TVA. Mais encore une fois, je vous fais comprendre que cette TVA sur les huiles alimentaires et la farine n'est pas appliquée. Monsieur le ministre, je tiens toujours à cette affaire d'importation de véhicules. D'ailleurs, vous avez signé un arrêté d'application du décret du président de la République. Mais il se trouve que cet arrêté a un problème juridico-administratif parce que l'arrêté d'application du décret dépasse le décret.
le décret, par exemple, n'interdit pas la circulation après des véhicules à direction à droite et ainsi de suite. Mais vous avez introduit ça dans votre arrêté avec le ministre des Transports. Pourquoi? Il ne faut pas oublier, il y avait déjà une interdiction qui existait par rapport à ces véhicules qui avaient leur direction à droite. Il y avait une interdiction. Nous n'avons fait que rappeler, en fait. Dans tous les pays, il y a des normes. Et la Guinée, si on veut bien se sentir en Guinée, il faut qu'on applique ces normes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a amené un véhicule qui ne répond pas aux normes qu'on doit forcément l'autoriser à l'utiliser. Avant d'importer, parfois, il faut se renseigner. Nul n'est censé ignorer la loi. Et alors, si vous amenez des véhicules à direction à droite, alors qu'en Guinée, la loi veut que les véhicules soient à direction à gauche, hein, là, vous êtes en infraction. Donc, nous sommes en droit, bien sûr, de veiller à l'application de ces lois, monsieur. Monsieur le ministre, le véhicule déjà qui est importé, parce que là, vous avez donné un caractère rétroactif à la loi. Cependant, ça ne devrait pas. Le véhicule qui est déjà importé en Guinée... Non, ce n'est pas un caractère rétroactif. La loi existait. On n'a fait que rappeler. C'est comme... la loi qui existait, c'est une loi, en tout cas selon le décret du président de la République, qui interdit l'importation, pas la circulation. Alors, ça veut dire quoi? Que les véhicules qui existent déjà peuvent circuler. Parce que le problème qui se passe à ce niveau, le problème juridique qui peut se passer à ce niveau, monsieur le ministre, vous êtes ministre du budget. Et le véhicule avec direction à droite a déjà acheté, par exemple, sa vignette. Donc, il est en règle vis-à-vis du fisc. Et après, vous allez lui interdire de circuler. Vous avez vu ce que ça pose comme problème, parce que là, qu'on dise qu'on interdit l'importation, mais c'est lui qui est déjà en circulation. Et si vous lui interdisez donc la circulation, il a payé la vignette, il est en règle vis-à-vis du fisc et ainsi de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que vous fassiez un peu d'abus à ce niveau? Je ne pense pas que ce soit un abus, comme vous le dites. Ce que je propose, ou je suggère à ceux qui ont importé ces véhicules, qui, par ailleurs, je le dis, hein, même si ils sont rentrés, il faut dire que la loi, comme je vous le dis, ça existe. Alors, le mieux serait, le plus tôt possible, qu'ils se rapprochent du ministère des Transports pour poser leur situation. Et en ce moment, je pense que le ministère est bien disposé pour leur apporter davantage d'informations sur ce qui va se passer par rapport à eux. Je pense que ça, c'est une démarche importante pour ne pas qu'on se retrouve dans des situations regrettables. Ce serait mieux que dès maintenant qu'ils se rapprochent du ministère des Transports pour poser leur situation, et je suis sûr qu'ils se feront entendre. Monsieur le ministre, dans vos efforts de mobilisation des recettes, il y a les impôts où les réformes sont en train de produire leur effet. Il y a aussi au niveau des services des douanes où pas mal d'efforts, pas mal d'innovations sont en cours. Nous allons suivre un sujet qui va nous accompagner. Après 2 années de crise sanitaire sans précédent en Guinée, l'heure est à la relance dans le pays. Au cœur de la machine de mobilisation des ressources internes, les douanes guinéennes sont appelées à retrousser les manches pour renflouer les caisses de l'État et assurer le financement des projets d'intérêt de la nation. Près de 3000 agents à travers le pays doivent s'investir pour mobiliser un montant jusque-là jamais atteint. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour réaffirmer la disponibilité totale et l'engagement effectif de tous les douaniers à réaliser les importantes tâches qui leur sont dévolues, notamment la réalisation des prévisions de recettes budgétaires de 5 731 milliards en 2016 contre 5 194 milliards en 2015. À 4 mois de la fin de l'année, c'est l'assurance qui règne ici à la Direction générale des douanes. Tout comme en 2015, promesse est faite d'honorer les engagements. On peut affirmer, au risque de ne pas se tromper, que nous sommes sur la bonne voie et qu'au sortir en 2016, nous allons effectivement réaliser les prévisions qui nous sont assignées et même voire dépasser. Ça, c'est sûr. L'atteinte des objectifs fixés passe aussi par le renforcement des coopérations interdouanières. Dans la première quinzaine du mois d'août 2016, une rencontre entre douaniers guinéens et maliens s'est soldée par la signature à Conakry des protocoles d'accord sur l'assistance mutuelle administrative, un autre sur le transit routier inter-État. Des signatures qualifiées d'historiques et prometteuses pour l'économie nationale.
Monsieur le ministre, retour sur ce plateau. Au niveau des prévisions, c'est bon, les deux services tiennent le cap, mais est-ce que la déperdition n'est pas encore importante? Certes, pour ce qui est des deux grosses régies, la douane et les impôts, les efforts en cours doivent nous permettre d'aller au-delà des prévisions. Je pense que le potentiel est là et la volonté, que je salue par ailleurs des différentes directions, elle est là aussi. De plus en plus, avec la communication que nous mettons en place, les gens se rendent compte qu'il faut aller au-delà des limites, parce que depuis quelques années, 3-4 ans, la douane, par exemple, a toujours eu les 100%. Je me suis dit que lorsqu'un sportif peut faire à chaque fois 100%, c'est qu'il a à mesure de battre son record. Donc, je me suis dit qu'il faut que la douane se dépasse et fort heureusement, les impôts aussi emboîtent le pas. Donc, nous sommes en mesure. Ceci dit, je crois fermement que la marge de progression, elle est là. Et nous en avons été convaincus quand on a effectué cette tournée à l'intérieur de la Guinée, où on a eu à visiter les différents postes, que ce soit de douane ou bien des impôts. On s'est rendu compte en fait que vraiment, il n'y a pas une bonne connexion entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe ici à Conakry, dans la capitale. Et deuxièmement, aussi les impôts qui sont collectés au niveau des collectivités ne leur sont pas versés. Donc ça aussi, nous sommes en train de travailler sur ça pour que, normalement, ici à Conakry, pour ce qui concerne par exemple la CFE, 65% sont, c'est 65-35 en fait. 35 reviennent à l'État, 65 reviennent aux collectivités. À l'intérieur, ça devrait être pareil. Donc nous voulons que ce qui est deux choses, soit c'est mobilisé, soit c'est mal mobilisé. Mais dans tous les cas, ce qui est mobilisé, il faut que nous nous assurions que ça arrive dans les caisses de l'État, localement d'abord, et qu'au lieu que ça remonte jusqu'à Conakry, il faut qu'on laisse d'abord aux communautés ce qui leur appartient et qu'ensuite on prenne la décision de ramener ça jusqu'à Conakry. Donc c'est ce qui a expliqué d'ailleurs que nous avons organisé les états généraux des impôts pour qu'on puisse parler du même langage et que toutes les sections des impôts au niveau des préfectures, au niveau des régions, puissent partager la nouvelle vision en fait, de notre administration fiscale. Je pense que si nous arrivons à obtenir cette synergie d'action, nous serons en mesure d'améliorer substantiellement le taux de pression fiscale actuel. Vous avez dit que, plutôt l'assiette fiscale. Vous avez dit que les recettes des collectivités ne leur sont pas reversées, si j'ai bien compris. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais récemment dans une collectivité de l'intérieur. Le sous-préfet, parce que c'est de lui qu'il s'agissait, il était tout à fait pressé de me dire que son plafond est tombé sur lui à son bureau. Alors moi, je lui ai posé la question, est-ce que votre budget de fonctionnement ne vous permet pas d'acheter un contreplaqué pour le remplacer? Il me dit non, il n'a pas de budget de fonctionnement. Comment ça se passe? Comment les localités de l'intérieur reçoivent leur fonctionnement à partir des recettes budgétaires? La fongibilité budgétaire veut que toutes les recettes, le principe de fongibilité, que toutes les recettes collectées arrivent dans un seul et même panier. D'accord? Mais ce qui se passe, si c'est un sous-préfet, ça veut dire que c'est une administration décentralisée. Normalement, il a son budget. Maintenant, les recettes, ça c'est autre chose. Les recettes qui sont collectées, une partie est censée revenir aux collectivités locales. Et une partie revient au budget, aux recettes centrales en fait. Oui. Donc ce que nous voulons mettre en place actuellement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a cette situation-là, il ne faut pas que ça se décide entre 4 murs. Nous voulons mettre en place un dispositif avec témoins parce que nous voulons que notre administration, la direction, le ministère du budget ait une autre image. Qu'on ne nous taxe pas seulement de collecter et puis point. Nous voulons collecter, oui, mais au moment où nous restituons, il faut qu'il y ait témoins. Donc ça fait partie des instructions que j'ai données à tous les services. Une partie doit revenir aux collectivités locales et nous travaillons avec le ministère de l'administration du territoire pour que ce soit restitué devant témoins.
Ça, c'est une chose. Maintenant, le budget des autres collectivités déconcentrées, là aussi, nous travaillons à ce qu'on puisse avoir ce budget déconcentré. Parce que ce qui se passe aussi, malheureusement, c'est que les DAF ou les SAF des préfectures sont à chaque fois obligés de se transporter, venir jusqu'à Conakry. Ils font 1 à 2 semaines ici pour accéder à leur budget. Après, il faut retourner. Tout ça, à mon avis, on peut mieux faire. Nous travaillons, ça fait partie des réformes en vue. Mais vous savez, les réformes sont difficiles à mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut faire justement par rapport à ça? Mais ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est comme on en a fait avec la direction des impôts. Nous sommes actuellement en réflexion pour que ce soit fait comme au niveau de la direction du budget. Pour que tous les DAF, tous les SAF se retrouvent à un moment donné, qu'on se dise la vérité, qu'on libère la parole, qu'on se comprenne pourquoi. Et quelles sont, et quelles sont les instructions qu'il faut donner. Faire en sorte qu'il y ait des manuels de procédure, que chacun sache ce qu'il doit faire et comment il doit faire. C'est en ce moment qu'on peut mettre les gens devant leurs responsabilités en cas de manquement. Donc, vous voyez, il y a ce travail à faire. Et les réformes en cours actuellement, puisque nous partons vers des budgets axés sur le résultat, le cadre budgétaire à moyen terme. Donc, ceci implique qu'il y ait davantage de transparence et qu'il y ait davantage de traçabilité dans l'exécution budgétaire. Donc, le processus d'informatisation aussi qu'on veut mettre, qu'on amorce de toutes les chaînes, doivent nous permettre qu'un DAF qui se trouve dans un sectoriel, dans un ministère sectoriel, puisse engager sans pourtant se déplacer jusqu'au ministère. Et si à terme, on réussit ça au niveau des ministères sectoriels, pourquoi ne pas aller au-delà, vers les préfectures, vers les régions, pour que les DAF ne soient pas obligés de venir à chaque fois et faire 2 semaines, 1 ou 2 semaines pour accéder à leur budget. Tout ça, ça fait beaucoup de peine et nos préfectures doivent sentir la présence de l'État à travers leur budget. Oui, et ça, nous travaillons sur ça. Récemment, au niveau de ces préfectures, on a senti vraiment la présence de l'État à partir du budget national avec le projet de réalisation d'infrastructures liées à l'organisation des fêtes tournantes. Mais la machine s'est arrêtée avec votre arrivée. Maintenant, beaucoup de chantiers, notamment en Haute-Guinée, sont abandonnés. Pourquoi il y a problème de décaissement? Attention, les chantiers ne sont pas abandonnés, les chantiers continuent. Les chantiers continuent. Nous avons reçu la plupart des projets liés aux festivités de l'indépendance sont en exécution. Nous avons libéré les crédits. Parce que le président de la République, vous pouvez toujours vous renseigner, ils vous le diront, la plupart des crédits associés à ça, conformément au cahier de charge, nous essayons de les libérer. Il y a eu à un moment donné, je vous l'accorde, un retard dans l'exécution. Ceci est en rapport, bien sûr, aussi avec les crises que nous avons traversées. Parce qu'il ne faut pas faire comme s'il n'y a pas eu crise en Guinée. 2 années de crise, ça ne veut pas dire qu'il y a des recettes après. Je pense que j'ai l'impression qu'on a tendance à un peu surestimer notre économie. 2 années de choc économique et qui nous ont conduit à une récession. On ne peut pas s'attendre à ce que tout soit engagé comme si de rien n'était. Donc ça va se faire progressivement. Et c'est ce que nous faisons à la lumière de nos moyens, de nos ressources. Et je peux vous assurer que tout ce qui concerne les festivités de l'indépendance, nous sommes en train de libérer les crédits pour que les travaux soient assurés. Et nous sommes allés plus loin d'ailleurs. Nous sommes allés plus loin d'ailleurs. Parce qu'il y a des reliquats de travaux qui ne sont pas finis, que ce soit à Boké, à Zérokoré, à Mamon, que nous sommes en train de libérer aussi pour que ces travaux finissent. Donc c'est pour vous dire que nous prenons ça avec beaucoup de sérieux. Oui. Par contre, Monsieur le ministre, on va aborder un autre sujet important, c'est celui justement de la prise en charge des enseignants. Je connais des écoles primaires à l'intérieur du pays qui n'ont aucun enseignant, ou alors un seul enseignant qui gère 3 salles de classe, mais qui sont payées par les communautés. Pourtant, à vous entendre, vous dites que tous les indicateurs de recettes sont au vert. Alors, le déclic. Il y a eu récemment, évidemment, un concours d'accès à la fonction publique pour les enseignants. Mais est-ce que c'est prévu? Est-ce que le budget peut donner la garantie aujourd'hui que toutes les écoles primaires de Guinée peuvent avoir leurs enseignants? Il y a un projet de recrutement d'enseignants qui est en cours. Et maintenant, ça se fait parce que c'est les enseignants recrutés
doivent pouvoir être opérationnels à la rentrée, parce que ça ne pouvait pas se faire pendant l'année scolaire. Et c'est aussi valable aussi pour le cas de la santé. C'est prévu dans la loi de finances, attention. La loi de finances prévoit, au titre de vous avez la possibilité de vérifier, prévoit le recrutement de ces enseignants-là. Que ce soit dans le domaine de la santé, ça va se faire, dans le domaine de l'enseignement aussi. Et donc, c'est pour vous dire, en fait, que les ressources que nous collectons, nous travaillons à leur meilleure utilisation. Ceci égale par ailleurs. Donc, et ça fait partie, justement, des instructions qu'on a reçues de qualifier, de la part du président de la République, de qualifier nos dépenses, les dépenses publiques. Mettre l'emphase sur le social. Et qui dit social, dit éducation, dit santé, et dit peut-être d'autres secteurs, l'agriculture aussi. Donc, au moment où nous avons maintenant de plus en plus cette demande sociale importante et cette demande sociale à satisfaire, vous comprendrez bien qu'il y a nécessité de trouver les ressources. Et il ne s'agit pas de trouver aussi des ressources pour des ressources, il s'agit de trouver des ressources pérennes. Il y a une nuance importante, des ressources qui ont une longue durée et qui puissent permettre de faire face à cette demande sociale croissante et durable aussi. Donc, et ça, je pense que nous travaillons sur ça. Et je peux aussi vous assurer qu'au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire, tout comme au niveau du ministère de la fonction publique, les instructions ont été données pour que les enseignants recrutés soient redéployés à l'intérieur. Alors, ceux qui s'hasarderaient à croire qu'ils peuvent être recrutés et rester à Conakry, je pense qu'il vaut mieux qu'ils ne fassent pas le concours parce que nous travaillerons à ce que les gens soient sur place et qu'ils travaillent. Et nous travaillerons en intelligence avec les collectivités locales pour qu'on puisse avoir un meilleur suivi de la présence des enseignants. On a construit beaucoup de salles de classe. Maintenant, il est temps de meubler ces salles de classe pour que tous les enfants de la Guinée, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, puissent bénéficier de l'enseignement dans leur localité, autant que faire se peut. Qu'il y ait une meilleure, une distance raisonnable entre les habitants et les établissements scolaires. C'est en cela qu'on peut inciter les enfants à aller à l'école plutôt que de leur demander de faire plusieurs kilomètres pour aller à l'école. Donc nous travaillons sur ces aspects-là aussi. Okay, monsieur le ministre, si vous permettez, moi je vais revenir sur la douane. Monsieur le ministre, vous travaillez à sécuriser les recettes, c'est très bien, mais il se trouve que je ne sais pas si vous êtes au courant, nous sommes au courant parce que nous y avons travaillé, nous avons travaillé dessus, c'est qu'à la douane, il y a ce qui entre dans les caisses de l'État, mais ce qui va aussi dans les poches des douaniers. Et si vous êtes à la douane, toute signature a un frais. Ils appellent ça frais à la douane. Vous n'avez pas payé le frais d'un tel, vous n'avez pas payé le frais d'un autre, ça ne passe pas. Alors qu'est-ce que vous faites pour lutter un peu contre cela? Parce que ça grève un peu le budget des contribuables. Et de toute façon, voilà, ça augmente encore tout ce que les contribuables payent parce que, voilà, cette chaîne de développement, parce que c'est devenu presque, c'est systématique à la douane. Et ces pratiques qui sont tout à fait contraires. Tout à fait, alors je le dis avec beaucoup de fermeté, c'est tout à fait contraire aux bonnes pratiques qui doivent prévaloir dans notre administration. Et nous luttons contre cette pratique-là. Et une des choses que nous faisons actuellement, c'est de travailler à la traçabilité, en fait, des points de passage. C'est-à-dire que actuellement, nous avons identifié un certain nombre de points de passage au niveau des douanes qui ne sont pas du tout admissibles. Donc, nous avons l'intention de produire des documents, des bouclettes, qui doivent permettre à un usager, quelqu'un qui veut importer n'importe quel bien de l'extérieur, de se dire, voilà, le bien coûte tel. Et la taxe que je suis en train de payer selon cette bouclette, c'est telle. Vous calculez votre. Et si j'arrive, voilà tel ou tel point de passage par lequel je dois passer. Donc, s'il y a au-delà, c'est que c'est des points de trop. Donc, produire et mettre à disposition de l'information à la disposition des usagers, c'est une des choses. Nous travaillons là-dessus avec des services de douane. Et c'est aussi valable d'ailleurs pour un petit guide que nous faisons sur les impôts
Et aussi sur la loi de finances, il y a des petites bouclettes que nous sommes en train de travailler avec nos services de communication. Mais autre chose aussi que je voudrais dire et qui nous concerne tous, et nous qui sommes des administrateurs et les administrés, la corruption c'est dans les deux sens. Il n'y a pas de corrupteur sans corrompu et inversement. C'est que s'il y a des cas comme ça, moi je souhaiterais que quelqu'un me saisisse et qu'il me dise tel m'a demandé. Monsieur le ministre, vous comprendrez que c'est difficile d'accéder à vous, ministre. Il faudrait bien qu'il y ait une structure où on puisse venir. Ils peuvent alors accéder au directeur général. Ou bien qu'ils m'adressent un courrier, à défaut d'accéder à moi, avec des preuves à l'appui, et qu'ils attendent de voir ce que je vais faire. Je travaille dessus, et tout mon cabinet travaille dessus avec le directeur de la douane pour qu'on puisse améliorer la traçabilité. C'est aussi valable pour les impôts. Monsieur le ministre, vous pouvez être voyez, sûr d'une chose, c'est plus difficile d'accéder au directeur de la douane qu'à monsieur le ministre. Il faudrait bien qu'il y ait autre structure. D'accord, mais ce que nous faisons... Émission, par exemple, il dit qu'il n'avait pas d'instruction de vous. Il ne pouvait pas recevoir rien. Donc c'est très compliqué. Il faudrait bien qu'il y ait des structures qui n'ont rien à voir avec l'autorité de tutelle directe et qui puissent recevoir ces plaintes des citoyens. Cela est d'autant vrai, monsieur le ministre, que quand vous avez affaire aux déclarants transitaires, ils vous disent carrément que si vous n'assumez pas ces frais, les dossiers pourraient s'égarer dans l'administration douanière. Donc, quel est le recours finalement? Parce que là, dire que chaque importateur va rencontrer le ministre du Budget pour régler un problème de signature, ça va être compliqué et votre bureau ne sera là que pour peut-être débloquer des situations à la douane. Attention, les importateurs n'auront pas à me rencontrer pour chacun des cas auxquels ils sont exposés. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous arrivions tous à dénoncer ces pratiques, plutôt que de les dénoncer en aparté, à dénoncer, nous pourrions mieux rendre service à tout le monde. Que quelqu'un ne se dise pas, si je donne, ça va me faciliter les choses. Mais il faut déjà refuser. Il faut déjà refuser et dénoncer la pratique. Nous mettons en place un dispositif. Le dossier ne devrait pas se passer. Il peut réengager son dossier. Le dossier ne devrait. Il n'y a pas de raison. Celui à qui vous avez donné le dossier, il est responsable de votre dossier à partir du moment où il l'a perçu jusqu'à ce que ça aboutisse. Et autre chose aussi, c'est le rôle des transitaires. Il y a ce que les droits de douane définissent, il y a ce que les transitaires disent aussi. Donc tout n'est pas forcément à la douane. Mais puisque c'est nous qui donnons des agréments aux transitaires, nous travaillons aussi actuellement à ce que les transitaires aussi aient des modes de travail retraçables. Parce que ça, c'est important. On se rend compte que d'un transitaire à un autre, les prix vont dans des sens vraiment opposés. Et autre chose aussi, c'est l'information que les transitaires ne donnent pas aussi. On dit seulement c'est la douane qui dit. En réalité, parfois, ce n'est pas la douane parce qu'il m'est arrivé de voir des cas où la personne parvient à me saisir. On dit le transitaire m'a dit de payer ça. Est-ce que c'est vrai? Je demande à la douane dit non, ce n'est pas ça. Donc, c'est juste pour dire que nous travaillons dessus. Bien sûr, nous sommes conscients des difficultés qu'il y a de ces cas d'abus, d'opposition, et nous travaillons. Les réformes que nous menons actuellement vont dans ce sens-là. Une chose que nous voulons aussi, c'est comme ce qui s'est passé ce qui se passe actuellement au niveau des guichets flash cash, c'est aller au-delà dans ce schéma aussi. Faire en sorte qu'entre le lieu où on fait les paiements et le lieu où les dossiers administratifs s'effectuent, qu'il y ait une partition. Cela nous permettrait de mieux améliorer la qualité des prestations. Monsieur le ministre, on va finir par un segment clé, c'est le budget que Voltaire souvent définissait comme étant un monstre, mais aussi ce gros poisson à qui tout le monde essaie de jeter la maison. Souvent, on entend des Guinéens qui ont des projets, il me faut aller me battre au budget pour faire passer le projet et que l'agence orchestre. Est-ce qu'il y a eu des améliorations aujourd'hui à ce niveau? Est-ce que les décaissements se font à temps? Alors, la particularité de l'exécution du budget de cette année, c'est que nous évitons et nous interdisons toutes les dépenses extra-budgétaires. Le budget est voté par le Parlement et adopté. Sa partie recette et sa partie dépense. Donc notre rôle, c'est de veiller à ce que cette exécution se fasse telle que prévu. Qu'il y ait des individus qui veuillent insérer ou se voir financer dans ça, non.
tant que ce n'est pas prévu par la loi de finances, on ne rentrera pas dans ça parce que si on leur donne ça, c'est soustraire ça ailleurs en fait. Ce sont d'autres qui seront privés. Or, lorsque le Parlement décide de ça et qu'on l'adopte après discussion avec le gouvernement, nous avons l'obligation de veiller à ce que cette exécution se fasse. Ça, c'est un élément. L'autre élément, nous veillons à ce qu'il y ait moins de déperditions au niveau des dépenses. Réorienter les dépenses vers des cibles précises. Actuellement, les priorités de l'État ne sont pas multiples. En fait, ce n'est pas plusieurs, en tout cas, plusieurs choses à la fois. C'est le social. Le président de la République, il est très clair là-dessus. Il veut qu'on investisse davantage dans le social. L'agriculture fait partie aussi de ce côté économique. Non, la santé, l'éducation, qui font partie. Nous investissons aussi de plus en plus dans l'énergie, bien sûr, pour que les populations puissent maintenant avoir le courant dans leur maison, dans l'eau. Nous sommes en train de gagner la bataille de l'électricité, maintenant nous voulons gagner la bataille de l'eau. Parce que vous savez que 60% des maladies que nous trouvons ici en Guinée, ce sont des maladies de source hydrique liées à l'eau. Donc, si on améliore l'accès à l'eau, à plus de Guinéens, on est en mesure, toutes choses étant égales par ailleurs, d'améliorer la qualité, les conditions de santé. Donc, l'agriculture aussi, parce que c'est l'essentiel, en fait, la majorité de la main-d'œuvre active en Guinée est dans l'agriculture. Et la majorité des pauvres, deux pauvres sur 3 se trouvent dans l'agriculture. Donc, financer l'agriculture, c'est non seulement créer des emplois, lutter contre la pauvreté, mais aussi aller vers l'autosuffisance, notre autosuffisance. Monsieur le ministre, la question c'est est-ce que le décaissement, ce qui est prévu par l'Assemblée votée, se font en temps? Je prends un cas, le cas des routes. Le décaissement arrive au mois de juin, une période de pluie, où ce qui est sorti, on l'investit, après c'est pour vraiment les pertes. Pourquoi on ne peut pas décaisser dans une autre période de l'année pour qu'on puisse exécuter les travaux? Écoutez, la question que vous posez est en rapport avec le cycle budgétaire que nous suivons. Le cycle budgétaire que nous suivons. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le budget est adopté en décembre, en fin d'année 2015 par exemple, pour être exécuté courant 2016. Et début 2016, on adopte les plans de passation de marché. On commence à lancer les premiers appels d'offres. Au moment où on commence à exécuter, on est au mois de juin déjà. Pour les cas des infrastructures, et quand il y a la pluie, ce n'est pas le bon moment de commencer à mettre le goudron sur terre. Et quand on attend la fin du mois de la saison des pluies, on est à peine à 2 ou 3 mois de la fermeture de la chaîne et ensuite l'année recommence. Du coup, je me pose aussi la question sur le cycle budgétaire. Est-ce que c'est le bon cycle que nous avons? Je sais qu'ailleurs, dans certains pays, aux États-Unis, c'est le mois d'octobre. L'année budgétaire commence au mois d'octobre. Au Canada, ça commence au mois d'avril. Donc, nous aussi, il y a une réflexion qui est en cours au niveau du ministère du Budget et j'ai eu l'occasion d'en parler en conseil interministériel. Nous sommes en réflexion sur un éventuel changement en fait, du cycle pour qu'on puisse mieux travailler au moment où il n'y a pas de pluie, pour qu'on puisse réaliser nos infrastructures, nos travaux à temps. Oui, effectivement, je pense que la question mériterait réflexion. Et toutes les bonnes volontés, que ce soit les universitaires ou bien d'autres, qui peuvent participer à cette réflexion, nous sommes vraiment très ouverts à ça. Monsieur le ministre, prenons un cas, un pont situé sur une nationale bien fréquentée qui menace de céder. Vous tenez, si vous voulez, à l'exécution budgétaire pour instaurer d'urgence ce pont, par exemple. Comment vous procédez? On apprécie, est-ce que c'est dans la loi de finances? Si oui, enfin, du département concerné. Si c'est oui, on demande à ce que le département qui est l'ordonnateur, le ministre est l'ordonnateur de son budget, et il apprécie l'opportunité de la dépense et nous suivons la disponibilité dans les caisses, parce qu'il ne faut pas oublier que nous fonctionnons sur base caisse. On ne dépense que ce qui est... Hein? Et si ça ne figure pas dans la loi? Si ça ne figure pas dans la loi, on apprécie en fait la pertinence en fait, de cette dépense-là. Et on peut envisager sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de prendre ça par ailleurs, par exemple, dans les dépenses communes, si c'est possible, ou pour qu'on puisse réaliser, vu que c'est important
de le réaliser, vu peut-être son utilité économique ou bien son utilité sociale exceptionnelle. En ce moment, on peut l'apprécier dans ce sens. Mais si ce n'est pas dans la loi de finances et que ce n'est pas opportun, on demandera au département d'attendre de l'inscrire dans la loi de finances rectificative ou bien peut-être d'attendre dans la loi de finances initiale de l'année suivante. Quels sont les défis à court terme? Alors, pour un peu rester dans la mémoire des Guinéens. Les défis à court terme, c'est le renforcement des capacités au sein du département du budget. Vous savez, et ça c'est un élément. La qualité des ressources humaines est un déterminant de l'amélioration de la productivité. Donc nous avons besoin de former davantage les cadres, que ce soit en formation continue ou bien en d'autres formes de formation, pour que les gens puissent intégrer l'idée des réformes. On ne peut plus continuer à faire comme si de rien n'était. Nous devons faire les réformes. Seules les réformes peuvent nous permettre aujourd'hui d'améliorer la qualité de l'exécution de notre budget. Seules les réformes peuvent nous permettre aujourd'hui d'améliorer les recettes publiques. C'est-à-dire que les pratiques d'avant doivent cesser pour faire place à de nouvelles pratiques qui sont plus transparentes et plus productives en fait. C'est-à-dire que nous devons travailler à l'amélioration de la rentabilité de toutes nos activités. Donc je pense que ça fait partie du principal défi. Travailler sur la qualité des ressources humaines, améliorer la compétence, amener aussi de la compétence au sein du département pour que tout le monde puisse intégrer l'idée qu'il faut réformer et qu'on puisse s'approprier de ce concept et qu'on puisse le traduire au quotidien par nos actes. Ça, c'est un défi pour moi. Monsieur le ministre, merci. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Merci à vous, les téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité.